Novembre 1917. Les chars anglais roulent vers des tranchées allemandes lourdement fortifiées lors d'une bataille dont les généraux espèrent qu'elle changera le cours de la Première Guerre mondiale. Juillet 1943. Des milliers de chars russes prennent position pour repousser une attaque allemande massive lors de la plus grande bataille de blindés de l'histoire. Dans les deux cas, pendant la Première comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, les défenseurs choisissent délibérément d'absorber le choc d'un assaut qu'ils savent inévitable. La bataille défensive est un pari. Elle invite l'ennemi à attaquer là où il peut être anéanti le plus efficacement. Si la stratégie fonctionne, l'attaquant affaibli n'a plus beaucoup de force pour résister à une contre-attaque. Si elle échoue, les défenseurs peuvent n'avoir d'autre alternative que de se rendre. C'est la stratégie de la bataille défensive. Première Guerre mondiale, novembre 1917. Les Allemands savent qu'une nouvelle offensive alliée va être lancée pour sortir de l'impasse des tranchées sur le front ouest. Au début du mois, la troisième bataille d'Ypres, dernière d'une longue série d'offensives sanglantes, s'est conclue par une déception pour les Alliés. Bien qu'il soit déjà tard pour une campagne armée, le haut commandement britannique souhaite à tout prix une victoire. Après les horribles massacres de Verdun et de la Somme en 1916, les Allemands sont aussi épuisés que les Français et les Anglais. Obligés de faire également la guerre sur le front russe, les empires centraux, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, doivent absolument préserver des effectifs de moins en moins nombreux. En octobre 1916, le commandement suprême de l'armée allemande passe aux mains du maréchal Paul von Hindenburg et du général Erich Ludendorff. Durant l'hiver 1916, ils entreprennent la construction de fortifications défensives massives dans la campagne exposée des secteurs ouest et centre du front ouest. Au printemps, leurs armées s'y replieront. Ils raccourcissent ainsi leurs lignes et économisent leurs troupes. Ils espèrent qu'à l'Est, la Russie s'effondrera, ce qui libérera des milliers de soldats allemands pour une offensive gagnante à l'Ouest. 25 ans plus tard, durant la Deuxième Guerre mondiale, Allemands et Russes s'affrontent à nouveau. En juillet 1943, la situation sur le front Est est critique. L'armée rouge sait que les Allemands vont attaquer. Elle sait même où et quand. Au cours de l'hiver précédent, les Soviétiques ont remporté des victoires cruciales. Ils ont annihilé la 6e armée de Hitler à Stalingrad et repoussent peu à peu les Allemands vers l'ouest. L'armée allemande est sous le commandement du maréchal Erich von Manstein. Il doit reprendre l'offensive. Et dans la période critique précédant le dégel, avant que le sol ne devienne un bourbier, il conçoit un plan audacieux. Enfermer l'armée rouge par un mouvement de tenaille près de la ville de Koursk. Mais le printemps est précoce et les opérations s'enlisent dans la boue. À l'ouest de Koursk, les Soviétiques se trouvent en situation dangereuse. Une vaste portion de leur ligne de front s'avance profondément en territoire tenu par les Allemands. Une vulnérabilité stratégique que les planificateurs militaires appellent un saillant. Sautant sur l'occasion, les stratèges allemands décident de réduire ce saillant. Leur plan s'appelle Opération Citadelle. Pour faire face à l'attaque, le chef de l'armée rouge, le maréchal Georgi Youkov,
propose une défense agressive. Il laissera les Allemands prendre l'initiative et contre-attaquera quand ils seront épuisés. Mais pour réussir, ces troupes doivent avoir le temps de préparer leur défense. Sur la ligne Hindenburg en 1917 comme à Kursk en 1943, la stratégie est donc la bataille défensive. Mais parce que cette stratégie signifie qu'on laisse l'ennemi venir à soi, le maréchal soviétique Yukov à Kursk, comme le maréchal von Hindenburg sur le front de l'Ouest durant la Première Guerre mondiale, doivent en avoir assimilé les règles. L'objectif. Les planificateurs doivent décider du type de bataille défensive qu'ils livrent. Soit ils attirent l'ennemi dans un piège, puis ils contre-attaquent immédiatement pour le détruire, soit ils le dissuadent d'attaquer et le retiennent simplement jusqu'à ce que la situation s'améliore et permettent une contre-offensive plus tard dans la campagne. Les renseignements. Les planificateurs doivent être correctement informés des intentions de l'ennemi. Au minimum, ils doivent connaître avec certitude les armes et les tactiques qu'il va utiliser. Le temps. Les commandants doivent avoir le temps de finaliser leur stratégie défensive et de préparer le terrain sur lequel la bataille sera livrée. La dissimulation. Les commandants doivent dissimuler non seulement leur position défensive et leurs troupes, mais aussi leurs intentions. Si l'ennemi sait ce que comptent faire les défenseurs, il peut changer ses plans et lancer une attaque surprise ailleurs. Absorber l'attaque. Les troupes de défense et les positions défensives prévues par les commandants doivent être capables de tenir et d'absorber l'assaut ennemi, surtout là où il est le plus violent. Le réalisme. Au moment où ils lancent leur contre-attaque, les commandants doivent avoir des objectifs réalistes et ne pas dépasser leurs limites. Néanmoins, la contre-offensive demeure un facteur crucial de la stratégie de bataille défensive, presque toujours le dernier acte. Mais cette stratégie comporte deux grands dangers. La psychologie. Ce plan d'action exige de nombreux sacrifices, parfois délibérés, de ses propres soldats. Par conséquent, pour garder le moral, les troupes ne doivent pas savoir qu'elles participent à une bataille défensive planifiée. Et au pays, la population peut considérer une bataille défensive comme une chose négative, un revers, et ne pas comprendre qu'elle fait partie d'une stratégie de victoire globale. Le haut risque. Dans une bataille défensive, un commandant invite l'ennemi à l'attaquer, mais il ne connaît jamais réellement ses intentions. En fait, il est possible que ce soit l'adversaire qui ait l'initiative et qu'il veuille déborder les forces de défense. Il peut aussi détenir une arme secrète prête à être lancée. À Kursk en 1943, comme sur le front de l'Ouest en 1917, la manière dont les maréchaux Yukov et von Hindenburg traitent ces facteurs va déterminer l'issue de la bataille. Kursk, printemps et début de l'été 1943. Les soldats de l'armée rouge, aidés par des civils, travaillent comme des forcenés pour préparer leur position défensive en prévision de l'attaque à venir. Front Ouest 1917. Les soldats allemands déterminent la barrière défensive à laquelle les Alliés ont donné le nom de code de ligne Hindenburg. Les deux états-majors sont confrontés à la première règle de la stratégie de bataille défensive. L'objectif. Les planificateurs doivent savoir quel type de bataille défensive ils livrent. Une stratégie de bataille défensive a deux buts. Le premier est d'attirer l'ennemi à soi,
de garder l'initiative tout en lui donnant l'impression qu'on est vulnérable, afin de le placer dans une situation sans issue, puis de lancer une contre-offensive spectaculaire. Le deuxième est d'intimider l'ennemi, de bâtir des positions défensives si fortes que, si attaqué, lui infligerait d'énormes pertes, en hommes et en morale. Mais c'est une stratégie pleine de risques calculés. Le commandant de la défense doit savoir ce qu'il peut, et aussi important, ce qu'il ne peut pas faire. Il doit faire très attention à ne pas aller trop loin, à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, à ne pas vouloir en faire trop. À Koursk, le maréchal soviétique Yukov a des intentions bien arrêtées. Il laissera venir à lui l'attaque allemande, il attirera les forces ennemies, il les affaiblira, puis il contre-attaquera. Le but premier était d'attirer les Allemands dans un piège, de briser leur capacité à mener une action offensive et aussi de les rendre vulnérables à une contre-attaque. Et c'est là le deuxième but des Soviétiques, se donner le temps de lancer une contre-attaque contre les Allemands affaiblis qui les repousserait et ouvrirait le front ouest à une action offensive de bien plus grande envergure. En France, en 1917, le maréchal von Hindenburg joue une partie plus longue. L'Allemagne doit absorber d'innombrables assauts français et anglais jusqu'à ce que les conditions changent et qu'elle puisse organiser une contre-offensive. Cela peut prendre du temps, mais les Allemands calculent qu'une nouvelle saison de campagne pourrait voir l'effondrement de la Russie à l'Est. Si cela se produit, une armée massive sera libérée pour l'épreuve de force à l'Ouest. Pour se ménager ce délai, durant l'hiver 1916, ils renforcent leur ligne de défense s'étendant sur 140 km de la mer du Nord à Verdun. Les Alliés l'appellent la ligne Hindenburg. Les Allemands la croient infranchissable. Hindenburg espère qu'elle sera si formidable que les Alliés n'oseront peut-être pas attaquer et qu'il gagnera ainsi le temps dont il a besoin. Le maréchal soviétique Georgi Yukov à Koursk durant la Deuxième Guerre mondiale et le maréchal allemand Paul von Hindenburg sur le front ouest durant la Première ont donc des objectifs différents dans leur stratégie de bataille défensive. Yukov va attirer l'ennemi puis l'anéantir par une contre-attaque immédiate. Von Hindenburg va simplement absorber les assauts ennemis qu'il sait inévitables. Mais pour réussir, Yukov et von Hindenburg doivent remplir la prochaine condition de la stratégie de bataille défensive. Les renseignements. Les planificateurs ont besoin de renseignements précis sur les intentions de l'ennemi ou au moins sur les méthodes qu'il va utiliser. Il est vital de connaître les intentions de l'ennemi, de savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Car si on a ces informations, on peut se préparer non seulement à exploiter les failles de l'adversaire, mais aussi à renforcer ses propres points faibles, suivant l'information que l'on reçoit. À Koursk, Yukov ne fait pas que compter sur les renseignements pour préparer son plan de bataille défensive. Il adopte cette stratégie à cause des informations qu'il reçoit. En avril, Hitler annonce secrètement à ses généraux l'opération Citadelle, son plan pour attaquer le saillant soviétique. Pourtant, en quelques jours, Yukov est tellement sûr de connaître les intentions de Hitler qu'il peut proposer à Staline une stratégie pour faire de Koursk une bataille défensive, attirer les forces allemandes, puis les anéantir par une contre-attaque. La confiance de Yukov repose sur des informations solides. La première vient du réseau Lucie, qui opère à partir de la Suisse et fait partie de l'Orchestre Rouge, le réseau d'espionnage soviétique formé d'officiers allemands mécontents.
Il y a ensuite les renseignements de premier choix fournis au leader soviétique Joseph Staline par l'Angleterre, dont les décrypteurs ont percé le code allemand Enigma. Mais le Kremlin a une troisième source vitale qui n'est devenue évidente que récemment. La source de renseignement russe la plus importante, pendant la préparation de la bataille de Koursk, était peut-être le fait qu'ils avaient déjà percé le code Enigma. Mais il a fallu aux Occidentaux 40 ans pour s'en apercevoir. En 1917, en France, von Hindenburg n'a pas une connaissance aussi approfondie des intentions des Britanniques. Il sait seulement qu'une offensive alliée se prépare. Néanmoins, sa stratégie défensive tient le choc face à une série d'assauts alliés. À Arras et au chemin des Dames en avril, des vagues d'attaques contre les tranchées allemandes se succèdent en vaines tentatives pour percer. Du côté français, les pertes sont tellement lourdes que l'armée se mutine et qu'aucun assaut ne peut être lancé jusqu'à la fin de l'année. En juin, pour soulager la pression sur les Français, les Anglais attaquent la crête de Messine près d'Ypres. Mais un assaut frontal se révélant inutile, ils innovent. Les soldats du génie et les fantassins creusent des tunnels sous les tranchées allemandes et les bourrent d'explosifs. Quand les charges sautent, l'infanterie attaque la crête et la prend facilement. Mais d'un côté comme de l'autre, les victoires importantes sont rares et un temps épouvantable a transformé le front en bourbier. En novembre, les Britanniques se battent toujours pour la crête de Passchendaele à une dizaine de kilomètres à peine de leur point de départ. À Londres, les politiciens exigent que le maréchal Haig soit relevé de son commandement. Celui-ci veut à tout prix s'assurer une victoire qui lui sauverait la mise. Au cours de l'année 1917, la stratégie défensive de Hindenburg atteint son objectif principal, gagner du temps aux Allemands. Et ce qu'il espérait est en train de se produire sur son front Est. La révolution balaye la Russie. En mars 1917, le tsar abdique et en juillet, les Russes sont battus à plate couture lors d'une dernière offensive désespérée. Début novembre, il est évident que la Russie sera bientôt hors d'état de combattre. Mais pour que les Allemands en tirent profit, la ligne Hindenburg sur le front ouest doit continuer à tenir. Alors que l'approche de l'hiver annonce la fin de la saison des campagnes jusqu'au printemps, von Hindenburg ne se doute pas que Haig organise un nouvel assaut contre sa ligne. Toutefois, von Hindenburg et ses généraux ont un autre type de renseignement, une connaissance parfaite du terrain sur lequel ils vont combattre. Dans une bataille défensive, le commandant de la défense a un avantage intrinsèque au niveau des renseignements. En particulier, il a la possibilité d'acquérir une connaissance approfondie du terrain sur lequel les combats vont se dérouler. De plus, von Hindenburg et son état-major détiennent une autre pièce importante du puzzle des renseignements. Les généraux allemands ne savent peut-être pas que les Anglais vont lancer une nouvelle attaque en novembre 1917, mais ils ont des informations sur l'une des armes que ces derniers pourraient utiliser contre eux, le char. Un an plus tôt, à la bataille de la Somme, les Britanniques ont engagé un petit nombre de chars. Dans les mois qui ont suivi, les Allemands ont pu se préparer à une attaque de blindés. Dans l'intervalle, ils avaient développé toutes sortes de contre-mesures, à la fois au niveau technique, avec de nouvelles armes, de nouveaux obus pour les canons terrestres et les mortiers de tranchée, des fusils anti-chars spéciaux, et au niveau tactique, en élaborant de nouveaux moyens de combattre les chars, en étudiant des contre-mesures à grande échelle. Mais tout ceci ne servira à rien si von Hindenburg, comme le maréchal Zhukov un quart de siècle plus tard, ne se conforme pas à la règle suivante de la stratégie de bataille défensive.
À Koursk en 1943 et sur le front de l'Ouest en 1917, les deux maréchaux sont confrontés aux exigences de leur plan. Mais l'ennemi va-t-il leur permettre d'obtenir ce dont ils ont un besoin critique? Le temps. Les chefs doivent avoir du temps pour planifier leur bataille défensive et pour préparer et bâtir leur position sur le terrain qui deviendra le champ de bataille. En France, la ligne Hindenburg a été préparée plus d'1 an auparavant et sa partie occidentale a bien tenu pendant l'hiver. Le tronçon devant la ville de Cambrai a pour nom de code Siegfried. Il fait 8 km de profondeur. Les forces de Hindenburg ont parfaitement utilisé le terrain. Leurs défenses comprennent d'épaisses ceintures de barbelés, des nids de mitrailleuses et des tranchées conçues pour bloquer l'avance des chars. Derrière, pour préserver ses troupes, Hindenburg a établi des réserves mobiles pour renforcer tout point de la ligne sur lequel l'ennemi lancerait une attaque. À Koursk, au contraire, à partir du moment où le maréchal Zhukov a connaissance du plan de Hitler par son service de renseignement, c'est une course contre la montre. Voici le plan que Zhukov doit contrer. Les forces allemandes détruiront le saillant par un mouvement de tenaille rapide de type Blitzkrieg. La 9e armée attaquera par le nord. La 4e armée de Panzer frappera sur le flanc sud. Elles feront le lien à l'est de Koursk, isolant toutes les forces soviétiques se trouvant à l'ouest. Mais les généraux en chef de Hitler ne s'accordent pas, même pour décider si l'opération Citadelle doit être lancée. Et fait capital pour Zhukov, ils retardent leur action. Hitler veut attendre d'avoir un maximum de nouveaux chars lourds Tigre et de chars moyens Panthère. La nouvelle date pour l'attaque est fixée au 5 juillet. Ce sursis donne à Zhukov le temps dont il a un besoin vital pour préparer à la fois ses défenses et sa contre-attaque. Son plan prévoit 6 ceintures défensives s'étendant sur 170 km à l'arrière de la ligne de front, plus 2 derrière et une 9e le long de la rive orientale du Don. Il ordonne la construction de près de 10 000 km de tranchées et de fossés anti-chars. Les soldats de l'armée rouge creusent des milliers de trous. Quand les Allemands attaqueront, ils rencontreront 1500 mines anti-chars par kilomètre et davantage encore de mines antipersonnelles. Pour la bataille, le maréchal allemand Erich von Manstein rassemble une formidable force d'assaut. 900 000 hommes, 2700 chars et 2000 avions. Contre eux, Zhukov engage 40% de toutes les divisions d'infanterie et de blindés de l'armée rouge. Plus d'1 300 000 soldats, 20 000 pièces d'artillerie et 3500 chars, soutenus par plus de 2650 avions. Il tient encore en réserve 500 000 hommes. Les chiffres sont ahurissants, mais à Koursk, ils ne compteront que si Zhukov et ses planificateurs satisfont à la condition suivante de la stratégie de bataille défensive. La dissimulation. Les commandants ne doivent pas seulement dissimuler leur position défensive et leurs troupes, ils doivent surtout masquer leurs intentions. Si l'ennemi sait ce que les planificateurs de la défense comptent faire, il peut ne pas attaquer. Et s'il n'attaque pas, les défenseurs ne peuvent pas lancer leur propre contre-offensive. À Koursk, la dissimulation est capitale. Si von Manstein a connaissance des plans de Zhukov, il est peu probable qu'il attaque. Zhukov tente de tromper l'ennemi par de fausses concentrations de troupes. Mais il doit aussi camoufler les divisions qu'il va lancer dans la contre-attaque, ainsi que leur artillerie et leurs chars. Il y avait toutes sortes de moyens.
Ils utilisaient des filets de camouflage, ils creusaient des trous, même des grottes pour y cacher des chars et des camions. Ils faisaient aussi très attention à dissimuler les pistes menant à la ligne de front. Des bataillons entiers travaillaient jour et nuit pour s'assurer que les Allemands n'aient pas vent de leurs préparatifs, ce qui a donné de très bonnes bases à leur contre-attaque. Et n'oublions pas un facteur crucial, la maîtrise du ciel. Si la Luftwaffe peut survoler le secteur, ses pilotes peuvent voir les préparatifs de Yukov. Toutefois, en 1943, l'Allemagne a bien du mal à dominer les cieux sur l'un ou l'autre de ses fronts. Sur le front Est, tandis qu'ils se préparent à la bataille défensive, les Soviétiques rassemblent une flotte aérienne innombrable. Pas seulement pour que les Allemands ne puissent avoir la supériorité aérienne qui appuierait leur assaut, mais aussi pour les empêcher d'espionner les progrès et les plans soviétiques. D'un autre côté, sur la ligne Hindenburg durant la Première Guerre mondiale, alors que l'intention est de dissuader l'ennemi d'attaquer, ou au moins de reporter l'assaut pour gagner du temps, la dissimulation n'est pas indispensable. Au contraire, plus l'adversaire voit combien il sera difficile et coûteux de faire tomber les défenses, plus il est probable qu'il ne passera pas à l'attaque, ou qu'il la retardera. Ligne Hindenburg, front ouest, novembre 1917. L'hiver approche. Kursk, front est, juillet 1943. L'été est déjà chaud et sec. Les offensives vont être lancées. C'est le moment où les commandants sont confrontés aux faiblesses de leur stratégie de bataille défensive. La psychologie. Les soldats doivent ignorer pourquoi on va peut-être leur demander de sacrifier leur vie. Ils doivent aussi ignorer qu'une contre-attaque est prévue au cas où ils seraient capturés par l'ennemi. À Kursk, c'est un facteur psychologique qui pourrait avoir un effet négatif, mais Yukov le rend positif. L'Union soviétique livrait sa grande guerre patriotique. Dans cette guerre, on demandait de très grands sacrifices aux soldats comme aux civils. C'est très évident durant les préparatifs de la bataille de Kursk. Le gigantesque réseau défensif, tel qu'on n'en avait jamais vu durant la Deuxième Guerre mondiale, avait été construit non seulement par du personnel militaire, mais aussi par des civils durs à la tâche qui avaient été pris à l'intérieur du saillant. Mais pendant la Première Guerre mondiale, à Cambrai, c'est l'autre point faible du plan de bataille défensif qui menace von Hindenburg. Le haut risque. Lorsqu'il élabore une stratégie de bataille défensive, le commandant ignore les intentions de l'ennemi, ce qu'il a dans son arsenal ou les surprises que peut lui réserver le plan adverse. Pour von Hindenburg durant la Première Guerre mondiale, comme pour Yukov pendant la Deuxième, l'heure est venue de mettre leur stratégie à l'épreuve. L'ennemi est sur le point d'attaquer. « 20 novembre 1917, 6h19. Tout est tranquille. Il est de tradition de faire précéder une attaque de plusieurs jours de bombardement. Cela prévient les défenseurs qu'une offensive se prépare. Mais le début de la matinée du 17 novembre 1917 reste calme. Les défenseurs allemands ne s'attendent pas à une attaque. Et puis, 6h20. L'offensive britannique commence. 300 chars prennent la tête de 6 divisions d'infanterie. Un tir de barrage d'1 millier de pièces d'artillerie fait rage. La fumée, les bombes et les shrapnels pleuvent sur les positions ennemies. 14 escadrilles du Royal Flying Corps harcèlent les forces terrestres ennemies. L'assaut prend les défenseurs allemands complètement au dépourvu.
Ils ne s'attendaient pas à des chars, même si les Anglais en ont utilisé un an auparavant sur la Somme. Il ne fait aucun doute que les Allemands ont été surpris par l'attaque de Cambrai. La manière dont les Anglais ont employé les nouvelles tactiques d'infanterie, combinées à l'utilisation surprise des chars ainsi que des grosses pièces d'artillerie, signifiait qu'ils devaient absolument garder leur sang-froid, car les Britanniques avaient immédiatement creusé une brèche dans leur ligne de front. C'est le moment où le maréchal von Hindenburg doit remplir la 5e condition de la stratégie de bataille défensive. Absorber l'attaque. Les troupes de défense et les positions défensives doivent pouvoir tenir et absorber le choc de l'assaut ennemi, en particulier au plus fort des combats. Les chars britanniques percent les défenses apparemment inexpugnables. À 8 heures, moins de 2 heures après le début de l'offensive, les Anglais enfoncent la ligne principale. À 11h30, la quasi-totalité de la ligne d'appui allemande est prise. Fait extraordinaire, au milieu de l'après-midi, les Anglais ont avancé de 9 km, ce qui n'avait pas été accompli en 4 mois de combat durant la 3e bataille d'Ypres. Au début, la bataille défensive de Cambrai a été un grand succès pour les Britanniques. Lorsqu'ils ont avancé, le premier jour de leur offensive, les cloches ont sonné la victoire en Angleterre pour la première fois de la Première Guerre mondiale. On aurait dit que les Allemands s'effondraient. Mais la stratégie de bataille défensive de Hindenburg commence déjà à fonctionner. Les Anglais sont retenus au centre du front. Les chars, qui avancent lentement, subissent de lourdes pertes causées par les canons encore en action après les frappes de l'artillerie. Ils n'ont pas réussi leur percée capitale. Le premier jour des combats fait 4000 victimes chez les Anglais, mais des renforts sont disponibles. Toutefois, ils perdent aussi 179 précieux chars qui ne peuvent être remplacés facilement. Et pendant ce temps, les positions défensives allemandes remplissent leur mission clé. Elles ralentissent suffisamment l'avance britannique pour permettre aux généraux de von Hindenburg d'acheminer des renforts en vue de la phase suivante de sa stratégie, la contre-attaque. Kursk, juillet 1943. Les forces allemandes sont prêtes à lancer l'opération Citadelle. Contrairement à von Hindenburg à Cambrai, non seulement le maréchal soviétique Zhukov sait qu'une attaque est prévue, mais il en connaît les détails et l'heure de lancement, et se prépare à la contrer. Zhukov a une maîtrise totale de la règle renseignement, de la stratégie de bataille défensive, et il exploite son avantage sans pitié. L'opération Citadelle doit débuter à 3 heures le 5 juillet par un gigantesque barrage d'artillerie. 3 jours auparavant, le réseau d'espionnage Lucie renseigne Zhukov sur l'horaire exact. L'information est confirmée par des déserteurs et des prisonniers allemands. À 2h20 le 5 juillet, juste avant le tir de barrage allemand, Zhukov déchaîne le sien. Il en considère l'impact psychologique comme si important qu'il utilise plus de la moitié de son stock d'obus sur cette partie du champ de bataille en une seule nuit. Durant les premières heures de leur barrage, les Allemands tirent plus d'obus que lors des campagnes de Blitzkrieg de Pologne et de France réunies. Puis, à 5h30, ils lancent l'opération Citadelle. Au nord, les soldats de la 9e armée du général Model sortent de leur terrier et avancent. Derrière eux viennent les chars. Pour les couvrir, des bombardiers en piqué Stuka hurlent au-dessus d'eux. Les combats sont féroces, au corps à corps. Le système de défense soviétique montre des signes d'effritement. 2 divisions de l'armée rouge s'écroulent sous les attaques des panzers. Craignant une percée, les soviétiques ordonnent des frappes aériennes massives. Le premier jour, les hommes de Model avancent de près de 10 km
sur une ligne de front de 30 km. Mais le général soviétique Rokossovski ne se retire que jusqu'à la deuxième ceinture défensive de Yukov. Au sud, la 4e armée de Panzer du général Hoss n'a pas la partie facile. La pluie qui est tombée à verse durant la nuit et la majeure partie de la première journée rend malaisée la traversée des rivières et ralentit les chars et l'infanterie. De plus, le plan soviétique reçoit une aide inattendue. Les nouveaux chars allemands qu'attendait Hitler sont arrivés juste à temps. Mais la précipitation de la production provoque des problèmes sur le terrain. Nombre de ces puissantes machines se révèlent peu fiables au combat. Elles tombent en panne ou prennent feu quand leur moteur surchauffe. Malgré tout, le premier jour, certaines des troupes de Hoss avancent de 12 km. Mais 65 des 225 km qui séparent toujours les deux mâchoires de la tenaille allemande sont tout aussi lourdement défendus. C'est au tour du maréchal soviétique Yukov d'absorber l'attaque pour satisfaire aux exigences de la stratégie de bataille défensive. Pendant 6 jours, son plan de défense paraît tenir. Mais alors, une petite fissure commence à se former. Le général allemand Hoss, incapable d'avancer au nord, dévie son attaque à l'est vers le village de Prokhorovka. L'assaut, mené par les divisions d'élite de Panzer, SS Adolf Hitler, et Totenkopf ou Tête de Mort, atteint ses premières cibles. La prise de 2 collines sur la route de Prokhorovka. La percée est imminente. Yukov sait qu'il doit stopper la poussée des Panzers vers Prokhorovka. Il fait donner ses blindés. Les premiers chars soviétiques rencontrent la redoutable division SS Adolf Hitler à 4 heures. Ils sont anéantis. 2 heures plus tard, les troupes SS repoussent un régiment de chars soviétiques T-34. La stratégie défensive de Yukov semble au bord du désastre. Les deux armées s'affrontent ensuite directement à Prokhorovka. C'est la plus grande bataille de chars de l'histoire. Tout dépend de son issue. La 5e armée blindée soviétique, avec environ 850 chars et canons autoportés, est lancée contre le 2e corps de Panzer SS, qui en compte 600. Les chars Tigre allemands, avec leurs puissants canons de 88 mm, surclassent les T-34 soviétiques. Ces derniers sont forcés de se rapprocher. Des soldats soviétiques à pied attaquent les tanks à la charge explosive ou à la grenade à charge creuse. La fumée des engins en flammes flotte sur le champ de bataille. L'un après l'autre, les chars apparemment invincibles de Hitler sont démolis. À la fin de la journée, le général Hoss a perdu plus de 350 chars et canons d'assaut et 10 000 soldats. Les pertes soviétiques sont plus lourdes, mais la stratégie de Yukov a tenu et a empêché la percée. À Koursk, le temps est venu pour Yukov de lancer sa contre-attaque. Mais comme pour le maréchal von Hindenburg à Cambrai, cela signifie qu'il doit se conformer à la dernière règle de la stratégie de bataille défensive. Le réalisme. Les commandants doivent avoir des objectifs réalistes et ne pas dépasser leurs limites. L'un des aspects les plus importants d'un plan de contre-attaque est de savoir jusqu'où celle-ci doit se poursuivre avant de se terminer, d'arriver à son point culminant. S'il est une chose qu'un commandant qui lance une telle action doit éviter, c'est de se retrouver au bout d'une ligne de communication trop mince et d'être lui-même vulnérable à une contre-attaque. À Cambrai, 10 jours après le début de leur première offensive, les Anglais sont exténués. Leur ligne de communication s'étire
et ils se battent toujours au cœur d'un réseau de positions défensives allemandes. La contre-attaque des généraux de von Hindenburg démarre par un bombardement qui dure 1 heure. Il se concentre sur l'extrémité sud de la ligne britannique, là où elle est la plus faible. Des groupes d'assaut de l'infanterie s'infiltrent dans les zones affaiblies par l'artillerie, évitent les points de résistance anglais et détruisent des canons qu'on croyait en sécurité à l'arrière. À 10h30, la contre-attaque allemande a pénétré de 13 km à l'intérieur du secteur sud des Britanniques, bien au-delà de la première ligne anglaise d'avant l'offensive du 20 novembre. Ils ont utilisé des tactiques innovantes, des soldats spécialistes de la contre-attaque dotés d'une nouvelle technologie, des pistolets mitrailleurs et des lance-flammes, pour se lancer dans une contre-offensive surprise contre les Anglais, qui avaient eux-mêmes surpris les Allemands quelques jours avant. Toutefois, il est significatif que von Hindenburg n'ait pas poussé plus loin sa contre-attaque. Il ne la poursuit que jusqu'à ce qu'il ait ramené la ligne de front à peu près à sa position d'avant l'assaut britannique. La bataille se termine 4 jours plus tard, après un dernier repli anglais sur une meilleure position défensive. À Kursk, le jour même de la plus grande bataille de chars de tous les temps à Prokhorovka, Zhukov passe à la première phase de sa contre-attaque. Une fois la bataille de Prokhorovka gagnée par l'Union soviétique, une fois les Allemands épuisés par l'effort, les commandants pouvaient penser à lancer leurs troupes. Et ils les ont lancées au moment idéal et de la manière idéale. Très rapidement, elles ont commencé à repousser les Allemands. La première phase de la contre-attaque de Zhukov se déroule au nord du saillant de Kursk. Il se porte sur Orel et menace l'arrière de la 9e armée allemande. Mais ailleurs, il se produit d'autres événements décisifs. Le 10 juillet, 2 jours avant la bataille de chars cruciale de Prokhorovka, les forces anglo-américaines envahissent la Sicile. Un jour après Prokhorovka, Hitler informe les généraux von Kluge et von Manstein qu'il annule l'opération Citadelle, son attaque de Kursk, et qu'il transfère des divisions vitales à l'ouest. C'est alors qu'à l'improviste, au sud du saillant de Kursk, Zhukov lance la deuxième phase de sa contre-attaque. Le général von Manstein réagit en faisant venir la plupart de ses blindés de la région de Kharkov. Mais au nord, la troisième vague de frappe de la stratégie soviétique le tient en échec. Zhukov prend Belgorod et Orel. Et à la surprise générale, il lance une 4e contre-attaque sur Smolensk et Briansk. Plus au sud, le 13 août, ses troupes entrent dans Kharkov. Mais même après de tels succès, Zhukov est conscient du danger de vouloir en faire trop. À Kursk, les soviétiques ont fait très attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Leurs forces étaient plus nombreuses que ce que bien d'autres armées auraient considéré comme nécessaire pour la tâche à accomplir, mais ils ont préféré être efficaces plutôt qu'entreprenants. Leur but premier de la contre-offensive de Kursk était de détruire les formations allemandes. Ensuite, ils auraient percé jusqu'à la Ras-Campagne au-delà, mais ils savaient qu'à ce stade, ils devraient s'arrêter, se réorganiser, replanifier et récupérer. Ils savaient aussi que s'ils réussissaient à Kursk, cela leur donnerait un formidable tremplin pour de futures actions offensives. Et c'est bien ce que Kursk leur offre avec la victoire en prime en 1945. Mais le plan allemand pour la ligne Hindenburg échoue. 1 an après Cambrai, l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale et les canons se taisent. Comment les planificateurs de ces 2 batailles ont-ils rempli les conditions de la stratégie de bataille défensive ? L'objectif. À Kursk, le maréchal Zhukov a 2 objectifs très clairs.
empêcher l'armée allemande d'opérer un mouvement de tenaille enfermant les forces soviétiques dans le saillant de Koursk, puis la contre-attaquer et la détruire. À Cambrai, le maréchal von Hindenburg a aussi des objectifs clairs et réalisables. Tout d'abord, économiser ses forces pour mener efficacement la guerre sur 2 fronts. Après le lancement de l'attaque anglaise, il a un autre objectif. Contenir l'assaut jusqu'à ce que des renforts soient acheminés pour la contre-attaque. Les renseignements. À Koursk, les soviétiques ont d'excellents renseignements. Ils connaissent les plans de Hitler en détail et exploitent à fond cet avantage. À Cambrai, les défenseurs allemands ont peu d'informations, que ce soit sur les chars britanniques ou sur le terrain sur lequel la bataille va se livrer. Et ils n'en ont aucune sur les plans d'attaque des Anglais. Le temps. À Koursk, Zhukov n'aurait pas dû avoir le temps de préparer les défenses massives dont il avait besoin. Mais il l'a obtenu parce que Hitler a retardé la date de la bataille. À Cambrai, von Hindenburg a toute une année pour concevoir et préparer la ligne Hindenburg. La dissimulation. À Koursk, Zhukov et ses généraux parviennent à dissimuler non seulement leur position défensive, mais aussi leur plan de contre-attaque. À Cambrai et ailleurs, le long de leur ligne de défense, c'est délibérément que von Hindenburg et ses généraux ne cachent pas leurs mesures défensives. Absorber l'attaque. À Koursk, en dépit de l'âpreté des combats, la défense en profondeur des soviétiques tient bon. À la bataille cruciale de Prokhorovka, les pertes sont énormes. Mais la victoire marque le point de départ de la phase finale décisive de la bataille défensive, la contre-attaque. À Cambrai, les défenses allemandes sont enfoncées dès le premier jour. Mais ensuite, l'avance britannique s'enlise suffisamment pour permettre la phase de contre-attaque. Le réalisme. À Koursk, la contre-attaque de Zhukov est détaillée et ambitieuse. Mais il sait quand s'arrêter pour donner à ses armées le temps de se regrouper et de se ravitailler. À Cambrai, von Hindenburg sait aussi quand sa contre-attaque a atteint ses limites, et il ne les dépasse pas. À Koursk, comme à Cambrai, les 2 états-majors mènent leur stratégie de bataille défensive avec précision. Et Zhukov, à Koursk, avec une impitoyable férocité. Mais quel est l'avenir de cette stratégie ? La bataille défensive aura toujours sa place dans de futures opérations militaires. Mais il faudra un commandant et un politicien relativement téméraires pour autoriser de telles actions. Comme cette stratégie requiert que l'attaquant se jette sur le défenseur, la population peut avoir l'impression que son armée est en train de perdre la bataille. Et il reste à savoir si elle apportera son soutien. À l'Ouest, il n'existe plus de raison politique ou militaire pour que les commandants mènent une véritable bataille défensive. Mais même dans les régions où ce serait possible, une chose est certaine. Il est très peu probable que le monde voie une nouvelle bataille défensive aussi formidable et aussi féroce que celle de la ligne Hindenburg et surtout celle de l'enfer que fut Koursk. Mais si cela devait arriver, la stratégie de base resterait la même.